Le juge a tenté de le rabaisser, mais son autorité s'est évanouie lorsque l'homme a cité la loi mot pour mot, de mémoire. La suite vous laissera sans voix. La salle d'audience était une cathédrale de marbre et de chêne, son haut plafond voûté captant la lumière matinale qui filtrait à travers de hautes fenêtres étroites. Des grains de poussière flottaient paresseusement dans les rayons du soleil, mais l'air à l'intérieur était lourd, tendu et froid. Chaque grincement de chaise, chaque froissement de papier semblait amplifié par le silence. Et au centre de ce silence se tenait un jeune homme vêtu d'un simple costume anthracite, les poignets encore légèrement marqués par les menottes qui lui avaient mordu la peau quelques heures plus tôt. Ses mains étaient serrées devant lui, les jointures blanches, comme s'il ne se maintenait que par la seule force de sa volonté. Face à lui, dominant le reste de la salle, le juge se dressait au-dessus du banc avec l'assurance satisfaite d'un homme qui avait depuis longtemps oublié ce que c'était que d'être défié. Son marteau claqua violemment contre le bois, le son tranchant le silence. Puis la voix, ruisselante de dédain, s'éleva au jeune homme, lui disant qu'il ne comprenait visiblement pas la loi. Les mots fusèrent comme des coups, chacun destiné à le rabaisser, à l'humilier, à lui rappeler sa prétendue place dans cette hiérarchie. Les hommes comme lui, déclara le juge, devraient laisser les affaires juridiques aux professionnels. Un éclat de rire s'échappa de la table de l'accusation. Des officiers en uniforme et en costume se calèrent contre le dossier de leur chaise, affichant un sourire narquois, échangeant des regards empreints de siècles d'arrogance. Le cœur du jeune homme battait fort contre ses côtes, non pas de peur, mais sous l'effet de ce rire cinglant. C'était le même son qu'il avait entendu trop souvent auparavant dans les cellules de garde à vue, au bord de la route, dans les couloirs de l'école. C'était le son de gens qui avaient déjà décidé qui il était avant même qu'il ait prononcé un mot. Il avait passé des mois à se préparer pour ce jour, à éplucher loi et précédents, à mémoriser chaque clause importante. Il avait lu jusqu'à ce que sa vue se brouille, récité des passages à voix haute au cœur de la nuit, construit des arguments couche par couche comme une forteresse. Mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant, pas pour ces hommes qu'il avait déjà pris pour une plaisanterie. Le ton du juge devenait de plus en plus moqueur à chaque instant, ses paroles étant autant une mise en scène pour la salle qu'une réprimande pour le jeune homme. Il énuméra des références juridiques avec une suffisance qui supposait que le garçon ne remarquerait jamais les erreurs qu'elles contenaient. À un moment donné, le juge se pencha en avant et demanda, d'une voix pleine de dérision, si le jeune homme savait seulement ce qu'impliquait l'article 14. La question flottait dans l'air comme un appât, destiné à le démasquer comme ignorant. Quelques personnes dans la galerie ricanèrent. Le jeune homme inspira lentement, calmant la chaleur qui montait dans sa poitrine. Ses doigts se crispèrent sur le bois poli de la table de la défense, le grain lui creusant la peau. Il sentait des dizaines de regards se poser sur lui, pesant sur lui, moqueurs, dubitatifs, attendant qu'il s'effondre sous la pression. Mais au lieu de se briser, quelque chose en lui se durcit. C'était un changement familier, un changement qu'il avait déjà ressenti lorsque le monde avait tenté de l'écraser. La salle d'audience, autrefois imposante par sa grandeur, commença à rétrécir jusqu'à ne laisser que le visage du juge, les ricanements de ceux qui le raillaient et le feu qui montait dans sa poitrine. Il leva lentement le menton, sa respiration régulière et contrôlée, et soutint le regard du juge avec un calme qui perturba la salle. Puis, sans même jeter un œil à une seule page de notes, il commença à parler. D'une voix posée et claire, il récita l'article 14 mot pour mot, de mémoire. Les mots coulaient sans effort, chaque clause prononcée avec une précision qui ne laissait place à aucune erreur d'interprétation. Au début, la salle d'audience ne sembla pas saisir ce qui se passait. Quelques têtes se penchèrent légèrement, curieuses. Puis la prise de conscience s'imposa. Le passage était impeccable, pas une syllabe de travers, pas une citation oubliée. La loi même dont le juge l'avait raillé pour son ignorance était énoncée à voix haute avec une maîtrise que peu d'avocats chevronnés pouvaient égaler. Des murmures parcoururent la salle tandis que la situation commençait à tourner. Le jeune homme ne s'arrêta pas là. Il poursuivit, passant sans difficulté aux précédents et aux clauses supplémentaires, chacun démantelant les déclarations précédentes du juge pièce par pièce. Là où le juge avait déformé le sens pour un effet dramatique, le jeune homme les corrigea avec une clarté mesurée. Là où des passages avaient été commodément ignorés, il les remit en lumière. Les rires qui emplissaient autrefois la salle s'étaient entièrement évanouis. Un silence pesant, attentif, chargé d'une tension nouvelle, régnait. Même la plume du procureur s'était immobilisée au-dessus de son bloc-notes.
Le sourire narquois du juge, autrefois large et facile, commença à faiblir. Il remua sur son siège, se penchant légèrement en arrière, comme pour reconquérir l'autorité qui lui échappait. Mais l'autorité n'était plus la sienne. Elle appartenait désormais aux mots qui résonnaient dans la salle d'audience, des mots qu'aucune arrogance ne pouvait effacer. Le jeune homme les prononçait avec une précision calme qui ne laissait aucun doute. Il les avait mérités, étudiés, vécus. Il n'improvisait pas, ne bluffait pas, ne cherchait pas à atteindre quelque chose qui le dépassait. C'était désormais son territoire, et chacun dans la salle le savait. Des murmures se répandirent d'un banc à l'autre, doux mais incessants. Qui était ce garçon? Comment connaissait-il si bien la loi? Même les officiers qui s'étaient moqués de lui, menottés, ce matin-là, échangeaient maintenant des regards gênés. L'arrogance qui emplissait autrefois l'espace avait commencé à s'éroder, remplacée par quelque chose qui s'apparentait à de l'appréhension. Le jeune homme sentait le changement, il sentait la salle se rééquilibrer autour de lui. Ce n'était pas encore une victoire, mais c'était la première fissure dans le mur qui avait été construit pour le contenir. Alors que ces derniers mots résonnaient contre les hauts murs, le silence qui suivit fut différent de celui qui l'avait accueilli à son arrivée. Ce silence était lourd de sens. Il traduisait la conscience que l'homme qu'ils avaient qualifié d'ignorant était bien plus dangereux qu'ils ne l'avaient imaginé. Il n'était pas seulement un accusé se tenant devant eux. C'était quelqu'un qui connaissait la loi mieux que ceux qui tentaient de l'utiliser contre lui. Et cette prise de conscience fit pencher la balance du pouvoir, légèrement, mais suffisamment pour que chacun le ressente. Ce n'était pas un accusé ordinaire. C'était un homme qui connaissait la loi mieux que ceux qui tentaient de l'utiliser contre lui, et ce n'était que le début. Ce que personne dans cette salle d'audience ne savait, ni le juge au sourire narquois, ni les procureurs aux bras croisés dans une arrogance silencieuse, ni les policiers qui échangeaient des murmures derrière lui, c'était l'intensité de cette bataille. Pour eux, il n'était qu'un jeune homme ayant mémorisé quelques phrases juridiques pour impressionner la salle. Mais sous son expression sereine se cachait une tempête qui couvait depuis des années, une blessure jamais cicatrisée. Chaque pas qu'il avait conduit ici avait été marqué par la trahison et l'injustice. Des mois plus tôt, même si cela lui semblait une éternité, il s'était retrouvé dans une autre salle d'audience, semblable à celle-ci, à 16 ans. Il se souvenait de la froideur du marbre poli sous ses paumes, du poids des paroles du juge qui brisait l'esprit de son père. Il avait vu l'homme qu'il avait élevé fier, travailleur, honnête, entrer dans cette salle, croyant en la loi, et en ressortir enchaîné, dépouillé de tout. Le procès avait été une farce. Les preuves qui auraient pu disculper son père avaient disparu sans explication. Les témoins qui avaient promis de témoigner ne se sont jamais présentés, certains contraints au silence par la menace, d'autres purement et simplement achetés. L'avocat qui prétendait les défendre céda sous la pression, ses arguments fragiles et précipités, comme s'il lisait un texte écrit par quelqu'un d'autre. Et c'était ce même juge qui présidait à tout cela, assis devant lui, drapé dans une robe noire et une fausse autorité, parlant de justice tout en faisant son contraire. Ce jour-là, le garçon s'était senti impuissant, les poings si serrés que ses ongles lui perçaient la peau, les larmes lui piquaient les yeux tandis qu'il regardait ces gens qui avaient juré de faire respecter la loi détruire la vie d'un homme bon sans conséquence. Ils appelaient cela justice. Il appelait cela trahison. Dans les semaines qui suivirent, leur foyer s'effondra. Son père, autrefois pilier de leur petite communauté, devint l'ombre de lui-même, brisé par un système qu'il avait traité comme un être remplaçable. Les agents de recouvrement arrivèrent ensuite, puis les avis d'expulsion. Ses amis disparurent, craignant de se retrouver associés à un nom déshonoré. Le monde du garçon se réduisit aux 4 murs d'un appartement miteux et à l'écho du silence de son père. C'est là, dans ce silence, qu'il fit une promesse, non pas à la cour, ni au monde, mais à lui-même. Il ne se retrouverait plus jamais impuissant face à des hommes comme ceux qui avaient détruit sa famille. Il apprendrait leur langue, maîtriserait leurs armes. Un jour, le moment venu, il leur ferait affronter la vérité qu'ils avaient enfouie. Cette promesse devint sa boussole. Il dévora tous les manuels juridiques qui lui tombèrent sous la main, lisant jusque tard dans la nuit à la lueur d'une lampe de bureau. Tandis que ses camarades gaspillaient leurs étés à la plage et à faire la fête, il s'asseyait au dernier rang des audiences publiques, griffonnant des notes tandis que juges et avocats débattaient de lois et de précédents. Il suivait les avocats de la défense, se portant volontaires dans leur bureau sous le couvert d'un stagiaire curieux, absorbant chacune de leurs tactiques et stratégies. Lentement, point par point, il apprit le fonctionnement du système,
et surtout, comment il pouvait être manipulé. Il découvrit des failles, étudia des affaires marquantes et mémorisa des pans entiers de droit. Chaque fait, chaque page, chaque citation était une brique de la forteresse qu'il construisait dans son esprit. Et en creusant plus profondément, une vérité plus sombre commença à se révéler, bien pire que l'injustice faite à son père. Ce juge, celui qui avait ruiné leur vie, n'avait pas agi seul. Archives judiciaires, déclarations financières et documents scellés dressaient le portrait d'un réseau bien plus vaste et sinistre qu'il ne l'avait imaginé. Des capitaines de police étaient payés à des salaires qu'ils n'auraient pas dû recevoir. Des dirigeants d'entreprises investissaient dans des campagnes juridiques qui influençaient les décisions de justice. Le nom d'un sénateur en exercice apparaissait sans cesse, mêlé à des affaires où la justice avait mystérieusement penché en leur faveur. Ce n'était ni incompétence ni coïncidence. C'était un système conçu pour se protéger, un réseau de pouvoir s'étendant des tribunaux au conseil d'administration, tous conspirant pour enterrer des personnes comme son père sous des couches de corruption. Chaque découverte alimentait son feu intérieur. Il cessa de penser comme une victime et commença à penser comme un enquêteur. Il collectait tout, transcriptions judiciaires, courriels divulgués, témoignages occultés, et même les documents scellés auxquels il accédait par des canaux secrets. Il établissait des chronologies, remontait les connexions et cartographiait les liens qui entretenaient la corruption. Il conservait des copies de chaque document dans des fichiers cryptés, cachés hors de portée de tous. Lorsqu'il fut prêt à affronter à nouveau le juge, il ne se voyait plus comme le jeune homme autrefois assis, impuissant, dans la galerie. Il était bien plus dangereux, un homme qui connaissait la vérité et possédait les preuves pour la prouver. Et maintenant, alors qu'il se tenait dans la même salle d'audience où ils avaient ri de la douleur de sa famille, il comprenait les enjeux comme personne d'autre. Ce n'était pas une simple audience. C'était la continuation d'une guerre commencée des années auparavant, une guerre qu'ils pensaient déjà gagnée. L'affaire qui se déroulait devant eux était censée être une humiliation finale, un enterrement légal destiné à mettre fin à son combat avant même qu'il ne commence vraiment. Ils l'avaient soigneusement préparé, jouant contre lui, persuadés qu'un jeune homme sans fortune ni titre ne pourrait jamais les atteindre. Mais ils avaient mal calculé, car pendant qu'ils s'étaient moqués de lui pour avoir invoqué la loi, il préparait quelque chose de bien plus dévastateur. Il n'était pas venu ici armé uniquement de connaissances juridiques, il portait avec lui les preuves de leurs péchés, des documents qui révélaient leurs accords, des témoignages révélant leur coercition, des archives scellées montrant comment ils avaient contourné la loi pour servir leur cupidité. Tout cela reposait discrètement en sa possession, attendant le moment idéal pour exploser. L'humiliation qu'ils avaient préparée pour lui au tribunal était censée marquer la fin, un chapitre final et net d'une histoire qu'ils pensaient avoir écrite. Au lieu de cela, elle allait devenir le prologue de la leur. Les fissures qu'il avait ouvertes dans la première partie n'étaient que le début. Bientôt, toute la structure pourrie qu'ils avaient construite allait commencer à s'effondrer, morceau par morceau, sous le poids de la vérité. Et aucun d'eux n'était prêt à entendre ce qu'il allait révéler ensuite. La tension dans la salle d'audience était suffocante, si forte qu'elle rendait l'air lui-même difficile à respirer. Ce qui avait commencé comme une audience de routine destinée à humilier et réduire au silence un jeune homme, s'était transformé en quelque chose de bien plus dangereux. La galerie, autrefois remplie de murmures et de sourires narquois, régnait désormais un silence gêné. Même le juge, qui avait passé la majeure partie de la matinée à dominer la salle avec sa fausse assurance, se penchait légèrement en avant, essayant de déchiffrer le visage du jeune homme. Au centre de l'affaire, le jeune homme referma calmement le dossier en cuir usé qu'il consultait et le posa délicatement sur la table devant lui. Le léger bruit qu'il fit en se refermant sembla plus fort que le marteau qui avait ouvert l'audience. Puis, avec une assurance presque désinvolte, il se tourna vers le greffier et demanda qu'une nouvelle pile de documents soit versée au dossier. Une lueur de confusion traversa le visage du juge tandis que le greffier hésitait, jetant un coup d'œil vers le banc pour obtenir son approbation. Cela ne faisait pas partie du scénario prévu. Mais avant que le juge puisse objecter, la voix du jeune homme s'éleva à nouveau ferme, mesurée et inébranlable. Cette fois, cependant, il ne citait pas une loi d'État ni une jurisprudence largement connue. Il citait une loi fédérale moins connue, profondément enfouie dans le code juridique et rarement invoquée dans les procès modernes. Pourtant, il la récita de mémoire avec une précision irréprochable, chaque clause et paragraphe prononcé avec une telle précision que même les avocats chevronnés présents durent consulter leurs notes pour suivre.
Un murmure parcourut la salle d'audience. Puis des exclamations de surprise s'élevèrent, aiguës et collectives, lorsque le sens de la loi devint clair. Elle outrepassait la compétence du tribunal local. Le juge plissa les yeux et ouvrit les lèvres comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. L'implication était trop lourde pour être niée. Le jeune homme venait de bouleverser le paysage juridique. L'affaire n'était plus confinée au cercle restreint d'influence du juge et de ses alliés. D'une citation précise, le jeune homme avait attiré l'attention du gouvernement fédéral. Et ce n'était que le début. Il s'avança, d'un geste réfléchi et sans précipitation, et déposa une pile de dossiers scellés sur la table des preuves. Les documents étaient soigneusement rangés, leurs coins impeccables, leur contenu scellé par des marques officielles qui laissaient deviner leur nature sensible. Lorsqu'il reprit la parole, son ton resta calme, mais un poids se cachait derrière, un poids qui captura l'attention de la salle. Il commença à énumérer les preuves de falsification, désignant les affaires passées devant ce même tribunal, chacune manipulée d'une manière qui ne pouvait plus être expliquée par une coïncidence ou une erreur. Les noms des accusés dont la vie avait été détruite. Des pièces à conviction essentielles mystérieusement disparues. Des modèles de décision qui correspondaient parfaitement aux intérêts financiers de quelques privilégiés. Chaque révélation fut un véritable choc. La galerie, autrefois avide de spectacles aux dépens du jeune homme, était maintenant figée dans un silence stupéfait. Les hommes assis à la table de l'accusation s'agitaient, mal à l'aise. L'un d'eux, un procureur de carrière connu pour son arrogance, était pâle et tendu, tapant du pied sous la table. Un autre se pencha vers son collègue et chuchota d'un ton pressant, sa voix trop basse pour être entendue, mais sa panique impossible à ignorer. De l'autre côté de l'allée, un officier en uniforme attrapa discrètement son téléphone, les doigts légèrement tremblants tandis qu'il tapait un message. L'un après l'autre, les téléphones se mirent à vibrer doucement, les messages fusant dans des tentatives désespérées de contenir le désastre en cours. Le juge s'éclaircit la gorge, sa voix perdant un peu de son ton autoritaire d'antan. Il demanda des éclaircissements sur le statut, tenta de percer des trous dans la documentation, s'interrogea sur la provenance des dossiers, mais ses mots sonnaient plus faibles, moins sûrs. Il était clair qu'il cherchait à reprendre le contrôle qui lui avait déjà échappé. Le jeune homme répondit avec une précision discrète, chaque réponse étant fondée sur le droit et étayée par des preuves. Toute tentative de le discréditer s'effondra sous le poids de la vérité qu'il avait apportée. Et puis, juste au moment où la tension semblait prête à éclater, les lourdes portes en bois au fond de la salle d'audience s'ouvrirent. Le bruit était subtil, mais dans ce silence pesant, il était assourdissant. Deux hommes en costume sombre entrèrent, leur présence attirant immédiatement l'attention. Ils ne se déplaçaient pas comme des spectateurs ou des journalistes. Ils se déplaçaient avec détermination, lentement, délibérément, sans se laisser gêner par les regards qui les suivaient. Un frémissement de reconnaissance se répandit parmi les fonctionnaires les plus expérimentés présents. Il ne s'agissait pas d'agents locaux ni d'assistants judiciaires. Il s'agissait d'enquêteurs fédéraux. Les deux hommes descendirent l'allée, leurs chaussures cirées claquant doucement sur le sol en marbre, et s'arrêtèrent juste à l'entrée de la salle d'audience. L'un d'eux s'adressa au juge d'un ton mesuré, demandant à parler au juge au sujet des preuves présentées le matin même. L'effet fut immédiat. Le visage du juge se vida de ses couleurs, les dernières traces d'arrogance disparurent et furent remplacées par quelque chose de bien plus proche de la peur. Dans la salle, le changement était palpable, une compréhension silencieuse que l'équilibre des pouvoirs avait changé. Ceux qui se croyaient autrefois intouchables fixaient maintenant ceux qui, après tout, pouvaient les toucher. Les procureurs se rassemblèrent, leur conversation feutrée, vive et frénétique. L'un d'eux jeta un coup d'œil au dossier scellé sur la table d'épreuve, l'air mi-incrédule, mi-effrayé. Quelques rangs plus loin, un homme en costume sur mesure, l'un des avocats d'affaires qui avait esquissé un sourire narquois plus tôt, sortit discrètement de la pièce, son téléphone déjà collé à l'oreille. C'était le chaos, mais un chaos silencieux et insidieux, celui qui se propage lentement, comme l'encre qui coule sur le papier. Pendant tout ce temps, le jeune homme resta immobile, l'expression indéchiffrable. Pourtant, intérieurement, son pouls résonnait à ses oreilles. Il avait rêvé de ce moment pendant des années, imaginant ce qu'il ressentirait lorsqu'il mettrait enfin leur corruption au grand jour. Pourtant, maintenant que c'était là, il ne ressentait aucun triomphe, seulement un calme intense et concentré. Il savait que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le point de bascule. La machine qui avait écrasé son père et tant d'autres commençait à vaciller,
ses rouages grinçant sous le poids de la vérité. Mais elle n'était pas encore brisée. Il faudrait une dernière impulsion, une révélation ultime, pour le faire voler en éclats. Il prit une inspiration profonde et régulière et se prépara à la prononcer. Ce qu'il allait dire ne se contenterait pas d'exposer la corruption sous la surface. Cela ébranlerait les fondations même du palais de justice, levant le voile sur un réseau de corruption qui prospérait dans l'ombre depuis bien trop longtemps. Et lorsqu'il le prononcerait à voix haute, personne dans cette salle ne le verrait plus jamais comme avant. À la fin de la semaine, le palais de justice, autrefois symbole d'un pouvoir intouchable, ressemblait à l'épicentre d'une tempête. Des agents fédéraux entraient et sortaient par ces lourdes portes de pierre, portant des boîtes scellées remplies de preuves, escortés par des agents aux visages sombres et déterminés. Des carses de reportage bordaient les rues de l'Aube au crépuscule, leurs antennes paraboliques pointées vers le ciel tandis que les présentateurs racontaient, à bout de souffle, le scandale qui se déroulait. La foule se rassembla derrière les barricades, criant et acclamant tandis qu'un à un, les noms qui avaient autrefois imposé crainte et obéissance étaient appelés, non pas pour l'honneur, mais pour l'inculpation. Le juge qui, autrefois, ricanait depuis son banc, la voix pleine de dédain, tentant de rabaisser le jeune homme qui se tenait devant lui, était désormais une figure bien différente. Sa robe noire, autrefois symbole d'une autorité sans faille, avait disparu. À sa place, une combinaison grise de service, les poignets liés d'acier tandis que deux marshals fédéraux le conduisaient dans les escaliers du palais de justice. Les flashs des appareils photos s'allumaient furieusement, capturant chaque étape de sa chute. Il gardait la tête basse, la mâchoire serrée, mais il n'avait plus aucune dignité à protéger. Les accusations portées contre lui étaient lues à voix haute par les journalistes: corruption, complot, falsification de preuves, obstruction à la justice, une liste si longue qu'elle résonnait dans les journaux télévisés comme un avertissement à tous les fonctionnaires qui se croyaient hors de portée de la loi. Il n'était pas seul. Les uns après les autres, d'autres suivirent. Des procureurs qui avaient ri en privé de leur influence furent escortés hors de leur bureau, certains incrédules, d'autres en larmes. Un chef de police, qui avait bâti sa carrière sur l'intimidation, fut conduit sur les mêmes marches où il posait autrefois pour des conférences de presse. Des dirigeants d'entreprises, autrefois salués comme des piliers de l'économie de la ville, furent mis en examen dans des actes d'accusation retentissants, leurs empires au sein des conseils d'administration s'effondrant du jour au lendemain. Le réseau que le jeune homme avait démasqué, celui qui avait conspiré pour enterrer l'affaire de son père et de nombreux autres, s'effondrait sous le poids de sa propre corruption. Les chaînes d'information parlèrent de l'une des opérations judiciaires les plus explosives depuis des décennies. Les gros titres fusèrent sur les écrans et en une. Réseau de corruption démasqué. Juge arrêté lors d'une vaste opération fédérale. Un jeune citoyen démasque un puissant réseau. Les analystes se demandèrent comment cela avait pu arriver, comment quelqu'un d'aussi jeune et apparemment ordinaire avait réussi à faire tomber des figures qui avaient contrôlé le système judiciaire de la ville pendant des années. Mais ceux qui avaient suivi le procès de près connaissaient déjà la réponse. Ce n'était pas seulement l'intelligence ou les connaissances juridiques qui alimentaient son combat, c'était quelque chose de plus profond, né d'années de trahison, de colère et d'une promesse faite il y a longtemps à un père qui n'avait jamais obtenu justice. Au centre de tout cela se tenait le jeune homme dont il se moquait autrefois, celui qu'il considérait comme insignifiant. Les journalistes prononçaient désormais son nom avec révérence, le qualifiant d'intrépide, de brillant, d'implacable. Les caméras suivaient chacun de ses mouvements à sa sortie du tribunal, vêtu non pas d'un costume d'autorité, mais de la confiance tranquille de quelqu'un qui avait gagné le respect à la dure. Ceux qui autrefois se moquaient de lui le regardaient maintenant avec une admiration gênée. Les agents fédéraux le saluaient d'un signe de tête au passage, reconnaissant le rôle crucial qu'il avait joué dans le démantèlement du complot. Pourtant, aucune joie ne transparaissait dans ses yeux. Aucune satisfaction béate à voir les hommes qui avaient détruit sa famille s'effondrer. Il se tenait avec une retenue sereine, une gravité tranquille qui exprimait quelque chose de plus grand que la vengeance. Pour lui, il n'était jamais question d'humiliation ou de vengeance. Il avait toujours été question de quelque chose de bien plus important, restaurer la foi dans un système qui avait trahi non seulement son père, mais aussi d'innombrables autres dont les voix avaient été réduites au silence par la corruption. Il s'arrêta en haut des marches du palais de justice, le vent d'automne tirant doucement sur son manteau tandis qu'un mur de microphones et de caméras l'attendait en contrebas. Les journalistes criaient son nom, leurs questions se heurtant dans un vacarme assourdissant. Comment avait-il fait? Qu'est-ce qui le motivait? Que ferait-il ensuite?
Il écouta en silence un instant, scrutant la marée de visages, puis il prit la parole, non pas avec la rhétorique enflammée d'un homme en quête de gloire, mais avec la conviction inébranlable de celui qui croyait en ce pourquoi il s'était battu. Il disait que la loi appartient au peuple, et non à ceux qui se croient au-dessus. Ces mots, simples mais puissants, résonnèrent sur la place et se répercutèrent bien au-delà des murs du palais de justice. Ils furent rediffusés sur toutes les grandes chaînes, cités à la une des journaux, imprimés sur des pancartes de protestation et prononcés dans les salles de classe. Ils touchèrent des pères qui avaient perdu espoir en un procès équitable, des fils qui avaient vu leurs familles écrasées par l'injustice et des citoyens ordinaires devenus cyniques quant au pouvoir de la loi. Pour beaucoup, ces paroles rappelaient que la justice n'était pas un idéal lointain contrôlé par une poignée d'hommes. C'était une promesse vivante que chacun, armé de vérité et de persévérance, pouvait défendre. Dans les jours qui suivirent, les choses commencèrent à changer. Des lanceurs d'alerte se manifestèrent dans d'autres villes, encouragés par son exemple. Des étudiants en droit citalisèrent son cas lors de conférences sur les droits constitutionnels. Des organisations citoyennes se rallièrent à son message, réclamant des réformes et exigeant des comptes de la part des personnes au pouvoir. L'effet d'entraînement de ce qui avait commencé dans une salle d'audience se propagea à travers le pays et ne montra aucun signe de ralentissement. Il observa le déroulement de la situation discrètement, évitant les interviews et refusant des offres qui l'auraient propulsé encore plus sous les projecteurs. La célébrité n'avait jamais été son objectif, et la reconnaissance lui semblait creuse comparée à la profonde détermination qui le guidait désormais. Un soir, il se rendit sur la tombe de son père, tandis que la silhouette de la ville brillait faiblement au loin, et resta là un long moment sans parler. Ce n'était pas un triomphe qu'il ressentit, mais une paix, celle que procure le sentiment d'avoir tenu une promesse. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon ce dernier jour et que les derniers reporters rangeaient leurs caméras, le palais de justice retrouvait un calme qu'il n'avait pas connu depuis des années. Mais le monde au-delà de ces murs était transformé à jamais. Et tandis que l'écran s'assombrit, une chose est claire. Ne sous-estimez jamais les personnes discrètes qui connaissent la loi, car elles pourraient bien l'utiliser pour tout changer. Si, comme lui, vous croyez en la justice, partagez cette histoire et rappelez au monde que la vérité, une fois dite, ne peut être étouffée. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle explore les thèmes des préjugés, de la sous-estimation de l'intelligence et du pouvoir du savoir face au manque de respect. Ce récit vise à souligner l'importance de la dignité et à inspirer une plus grande appréciation du génie discret qui peut défier les attentes.